Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Bonjour tout le monde, mais quel bonheur de vous retrouver. Il fait presque beau partout. Une pensée évidemment pour la Normandie et les Hauts-de-France qui nous écoutent en DAB+, parce que la tempête a soufflé. Soyez prudents sur les routes, ça y est, c'est le départ des vacances de la 3e zone, chassé-croisé, et la fin des vacances de la zone qui en a profité dès le départ, B. Donc soyez super prudents. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous nos auditeurs. L'ami, c'est devenu Samy. Samy, voilà. Bon, ça va plus vite, on gagne du temps en fait. Il paraît que vous êtes allé en Espagne du côté de l'Andalousie. Je suis allé en Espagne, ouais, pendant que vous étiez en vacances là-bas. J'ai essayé de vous trouver pour vous écraser avec ma voiture qui faisait pas de bruit. Voilà, non, j'ai essayé une révélation, une Renault. Alors ça peut sembler bizarre, qui s'appelle Renault Mégane. Je pense que d'ailleurs la plus grosse erreur, c'est d'avoir repris le nom de Mégane. On en parlera en détail. Parce que c'est une voiture qui fait table rase du passé, électrique. La question, est-ce qu'elle fait mieux qu'une Tesla 3 ? Vous allez rester avec nous pour le savoir. Et puis surtout une révélation. Donc pourquoi est-ce que vous parlez de ça ? On en parlera évidemment. Dans quelques instants, on aura Martine qui nous appellera et qui a acheté une voiture en Guadeloupe, une voiture neuve qui a que 600 km au compteur. Il lui arrive un truc de dingue. Oui, bon voilà, il faut que... Alors évidemment, quand on prend les rues le plan de la Guadeloupe et qu'on s'en sert à Paris, ça marche pas. C'est pareil pour les GPS. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Et puis on lui demande pour la première révision plein de choses qui lui semblent bizarres. Donc on va éclaircir ça. Et puis surtout, on va parler de départ en vacances pour l'hiver. Avec deux questions intéressantes. Est-ce que vous êtes bien assuré ? Tiens, si vous claquez la porte et que la neige du toit tombe sur votre voiture, comment ça marche l'assurance ? Si vous n'avez pas de pneus hiver alors que c'est obligatoire dans le coin où vous roulez. Et d'ailleurs, à ce propos, on verra tout à l'heure avec une étude de Caradisiac que les loueurs sont dans l'illégalité quand ils vous proposent des véhicules qui ne sont pas équipés. On verra ça en détail. On est sur le sommaire, l'ami Jean-Luc. On va pas faire l'émission tout de suite. Mais par contre, je sais que vous me faites plaisir parce que vous avez prévu un rendez-vous de Deuche après 13h. Exactement. On parlera de... Alors, 4 roues sous un parapluie, vous connaissez peut-être. C'est des on découvrira des ça visites après 13h. de chevaux à Paris. Ça s'étend. Je vous taquine un peu, mais vous savez que cette émission, c'est place aux auditeurs. 0826 300 300 pour venir et intervenir et poser vos questions ou partager votre avis avec l'ami Jean-Luc Moreau et moi-même. Et puis, je participe @sudradio.fr. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos mails tout le week-end et toute la semaine. Continuez, on prend vos mails et on vous répond, voire même on vous invite dans l'émission. Allez, c'est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Ma voiture est-elle bien assurée ? Et vous y avez pensé, Jean-Luc, parce que ce sont des vacances d'hiver. Exactement. Et puis on va circuler dans des conditions qui sont un peu particulières. Ce qui va avoir lieu pour les vacances d'hiver va avoir lieu, et bon, tout ce qu'on va dire aujourd'hui pour l'ensemble de l'hiver. Oui, pour l'ensemble de l'hiver, parce que j'allais dire, si la neige tombe sur votre voiture en plein mois de juillet, là, il faudra faire super attention. C'est que vous êtes resté trop longtemps en boîte de nuit la veille. On accueille Adeline Forteza, qui est directrice des assurances du lynx.fr. Directrice assurance pour le lynx.fr. Voilà, c'est un comparateur d'assurance. C'est ce que je viens de dire. Pas tout à fait. Est-ce que j'ai dit mon loup ? Oui, c'est pas grave. J'ai dit directrice des assurances pour le lynx.fr. C'est ça. Bonjour à vous. Bonjour Adeline. Ça veut dire la même chose. Bonjour Adeline. Bonjour à vous. Bon, il faut se poser les bonnes questions avant de partir en vacances, parce que c'est vrai, déjà, circuler quand même sur des routes enneigées ou verglacées, ça peut occasionner des pannes, voire des accidents. Tiens, première, j'ai dit le mot accident, donc je pars à la montagne avec mon véhicule, je vais dans une région montagneuse, donc on sait que la loi montagne, elle est rentrée en vigueur, donc les équipements hivernaux sont obligatoires, c'est-à-dire soit des pneus hiver, soit des pneus 4 saisons, soit des chaînes, et j'ai un accident sans avoir aucun de ces équipements. Est-ce que je vais être assuré ou pas ? Eh bien, la réponse est non. Aïe, aïe, aïe. Là, il y en a un paquet là, qui viennent de s'arrêter au bord de la route. Là, c'est ça. Ah bon ? Voilà, malheureusement, la réponse est non. Les pneus hiver et ou des chaînes sont obligatoires dans certaines zones montagneuses. Donc, ce qu'on conseille, c'est d'aller voir le site de la sécurité routière qui propose une carte. Où il y a tous les départements, effectivement. Ouais. 42. Ouais. Exactement. Mais qu'est-ce que je fais ? J'ai un accident, j'emboutis quelqu'un, même si je suis assuré tout risque, on prendra. Je ne serai pas couvert ? Vous
Vous n'êtes pas couvert, non. Vous n'êtes pas couvert si vous n'êtes pas équipé, si vous êtes dans une zone où l'équipement est obligatoire. Alors je trouve que le ministère des Transports n'a pas fait son job parce qu'ils ont dit on vous laisse un an. Et je suis d'accord. On vous laisse un an avant que vous soyez verbalisé. Ils ont oublié de préciser quand même que vous rouliez pas assuré dans ces conditions-là. Et dans quelle mesure on peut avoir le droit de ne pas être assuré? Alors attendez, je vais poser la question dans le meilleur sens. C'est-à-dire que dans quelle mesure vous, les assurances, enfin là vous êtes un comparateur d'assurance, hein, donc c'est pas vous, mais dans quelle mesure les assurances ont le droit de ne pas me couvrir alors qu'effectivement l'État ne me met pas de PV si j'ai pas encore mes... Je comprends pas là moi. Ah, mais c'est ça, c'est pour ça qu'on invite vraiment à regarder les contrats d'assurance, à bien vérifier quels sont vos besoins quand vous partez à la neige. Voilà, notamment par exemple si vous avez un touriste, ça ne veut pas dire que tout est couvert. Oui, tiens, par exemple, mon pare-brise, c'est le truc classique, là, mon pare-brise est un peu fissuré, je vais à la montagne, il fait froid la nuit, et crac, il est cassé. Est-ce que, même si je suis assuré tout risque, on va me remplacer mon pare-brise, ou est-ce que c'est une assurance spécifique également? Alors c'est une assurance qui est totalement facultative. Donc, ah ouais. Alors si je suis tout risque, je n'ai pas forcément le bris de glace dedans. Non. Voilà, exactement. Vous n'avez pas tout à fait le bris de glace. Et ce qu'on invite aussi, au-delà de ça, de vérifier que la garantie de bris de glace est incluse, c'est de vérifier le montant de la franchise. Voilà. Oui, si c'est plus cher que le pare-brise, il vaut mieux le payer soi-même. Moi, je suis scotché pour cette histoire de si j'ai pas les bons pneus ou les bons équipements, je suis pas assuré. Il y a un petit bonus à savoir également sur ce sujet, c'est que la réglementation est différente selon les pays européens. Donc un petit mot à savoir, par exemple, si vous partez en vacances en Autriche ou en Allemagne, la réglementation est différente. Oui, là, je serais verbalisé. Par contre, en Autriche, en Allemagne, avec des pneus qui ne sont pas adaptés pour circuler dans des conditions hivernales, là, je serais verbalisé. Il faut faire un petit peu attention à ça. Ouais. Alors, tout à l'heure, on évoquait le cas de la neige du toit qui tombe sur ma voiture, mais ça peut aussi être une tempête de neige, ça peut être... on va dire une catastrophe naturelle. On a eu quand même hier c'était dans le nord de la France, donc il n'y a pas eu de neige, mais on a quand même de plus en plus de phénomènes météo extrêmes. Donc si je suis victime de ça, que c'est considéré comme catastrophe naturelle, je suis indemnisé comment ? Alors là, il faut vérifier également que vous avez la garantie de catastrophe naturelle. Ah oui, c'est aussi c'est un truc, on regarde jamais ça en fait quand on va contracter une assurance. Conseil, effectivement. C'est vraiment de bien identifier ses besoins et de vérifier, on a parlé de la garantie bris de glace tout à l'heure, mais également la garantie catastrophe naturelle, ou alors de façon un peu moins contraignante, c'est-à-dire un peu moins couvrant, également à vérifier dans le contrat, la garantie tempête et la garantie intempérie qui couvrent des sinistres qui sont liés à la neige. Surtout vu ce qui s'est passé hier, sur le nord de la France. Oui, mais là, un arbre qui tombe sur la voiture, c'est... C'est arrivé, hein. Oui, bien sûr. Alors, savoir également que ce n'est pas l'assurance habitation, par exemple, de la maison où la neige peut tomber qui va couvrir cela. C'est vraiment l'assurance automobile et avec la garantie appropriée, donc catastrophe naturelle, tempête ou intempérie. D'accord. Je tombe en panne sur la route des vacances. Alors tiens, je tombe en panne, ceux qui partent, qui sont partis hier ou qui partent aujourd'hui à la neige, ils partent en vacances, ils tombent en panne, ils tombent en panne. S'ils ont une assistance, on les ramène chez eux ou on les emmène sur leur lieu de vacances. Comment ça se passe ça ? Alors, ils peuvent rentrer chez eux si, par exemple, ils peuvent bénéficier d'un véhicule de courtoisie. Alors, encore une fois, nous encourageons les gens à vérifier leur contrat d'assurance. Vous avez effectivement cette possibilité-là d'un véhicule de courtoisie et là, la possibilité éventuellement de rentrer chez vous avec ce véhicule. Par contre, il y a souvent des lignes kilométriques pour ramener le véhicule. Donc soit dans un garage de proximité, soit plus loin. Donc là, je vous invite aussi à regarder la ligne kilométrique pour le dépannage du véhicule. On revient sur le début de cette entrevue. Moi, je suis scotché. Je ne m'en remets pas. Il y a Stéphane sur Facebook, puisque vous savez que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio, où vous nous voyez également en direct, qui nous dit, est-ce que, vous savez, le fait est que si on n'a pas les bons équipements pour la neige, si on a un accident, on n'est plus assuré. Stéphane pose la question suivante. Est-ce que c'est une déformation des assureurs ou est-ce que c'est voulu ? On est sur Sud Radio, on parlerait. Le fait que ça... J'ai pas reçu l'information, moi, personnellement. Tu l'as reçu, toi, Jean-Luc ? Non, mais c'est pour ça qu'on se posait la question aujourd'hui. Donc, alors, du coup, il y a une réglementation, on ne respecte pas la réglementation, l'assureur peut effectivement diminuer vos remboursements, voire considérer que vous n'êtes pas assuré. Par exemple, tes essuie-glaces ne sont plus complètement bons, tu ne vas pas perdre toute ton assurance si jamais tu vois. Enfin, il y a un moment, je trouve ça dingue, quoi.
Il y a des pneus qui sont non reconnus dans les obligations également. Hein. Le pneu 4 saisons, le pneu neige ne sont pas reconnus dans les obligations. Donc, Pardon ? Vraiment, oui. Et un pneu hiver, c'est vraiment un pneu avec un marquage sur le flanc du pneu. Oui, 3 PMSF, on en parle assez souvent. Ouais. C'est un petit logo avec des pics montagneux. Mais Le pneu 4 saisons, il n'a pas ça, Jean-Yves ? Si, les dernières générations de pneus 4 saisons ont ça. Vous prenez un Michelin Cross Climate 2. D'ailleurs, il y a des véhicules qui sont équipés d'origine de ce type de pneumatique. Ok. Voilà. Mais bon, vaste sujet. Alors évidemment, comme vous êtes comparateur d'assurance, au départ, il faut comparer tout ça pour avoir pour cocher toutes les bonnes cases. On est d'accord. Absolument. Donc c'est vraiment, on est là sur une personnalisation en fait des contrats d'assurance en fonction des besoins qui sont déclarés par les personnes qui viennent comparer sur le site Lynx. Voilà. En résumé, il faut partir vraiment en connaissance de cause. Un touriste ne veut pas dire que tout est couvert. Et également, le prix ne doit pas que primer en assurance. La qualité des garanties est importante. Eh ben, en tout cas, on en reparlera. Merci Adeline Forteza, vous êtes directrice des assurances pour le lynx.fr. J'avais bien dit ça, je crois. Je vais écouter la Merci, au revoir. Et merci beaucoup Adeline parce que vous nous avez apporté des informations qui sont vraiment Bon, Laurence va mettre une semaine à s'en remettre, mais bon. Je trouve ça honteux, moi. Ouais. Qu'on n'ait pas été prévenu de ça. Et on a eu toute une campagne sur les 42 départements avec... Attendez, vous allez voir, à la fin de l'émission, on va parler des loueurs qui, dans les zones de montagne, vous mettent des pneumatiques non adaptés. Et donc là, vous n'êtes pas assuré et responsable en cas d'accident. Et alors, si vous n'avez pas laissé la caution au loueur, vous l'avez dans le baba. Ok. Eh ben, ça commence bien cette semaine de vacances bien, pour les Parisiens. Et Sud Radio, parlons vrai. Donc, mais voilà. je suis d'accord. Mais non, mais c'est bien de le faire. Là, il faut dénoncer des choses comme ça. Il vaut mieux choquer que de ne pas être informé. Exactement. Allez, c'est parti. Dans quelques instants, nous allons accueillir quelqu'un qui aurait bien aimé être bien informé aussi. Il s'agit de Martine qui a acheté une Seat Ibiza en Guadeloupe en février 2021. C'est donc là, maintenant. Et il y a une tempête de neige en Guadeloupe. Elle arrive en France à 600 km et on lui dit que sa voiture, il y a plein de choses qui ne vont pas. Voilà. On en parle en détail avec elle. Elle nous a appelé au 0800 26 300 300. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et merci d'être en notre compagnie. Vous êtes nombreux aussi sur Facebook à nous retrouver. Alors on a un petit super joli et bon anniversaire de la part de Aouche qui nous dit bonjour, ravi de vous écouter. On peut dire joyeux anniversaire pour On parle auto, 1 an déjà sur Sud Radio. Ah ouais, tiens. Et 50% d'émissions supplémentaires. Merci Sud Radio, nous dit-il. Allez, tout de suite, on va accueillir notre auditrice qui Martine vit un truc de dingue. Salut Martine. Bonjour Martine. Alors oui, bonjour. C'est Pierre. Ah non, c'est pas Martine, c'est Pierre. Voilà. Au 0800 26 300 300, c'est le monsieur. Martine avec une grosse voix. C'est le monsieur de Martine. On vous écoute parce que l'histoire est dingue. Déjà, écoutez bien Sud Radio, vous qui roulez peut-être en voiture, l'histoire est dingue. Alors oui, je vous explique. Donc on a acheté 2 voitures en Guadeloupe, dont la Seat Ibiza juste avant de partir. On a déménagé. On a ramené les 2 voitures. Il y avait une 3008 et une Seat, et on les a mis dans le container. Et puis en arrivant en France, on a voulu charger les cartes d'Europe, de France. Ce que j'ai pu faire sur la Peugeot sans problème, puisqu'il suffit d'aller sur leur site et on télécharge, on met une clé USB. J'ai essayé de le faire sur la Seat et j'ai pas trouvé le lien sur le site Seat. Donc j'ai appelé le concessionnaire là où on habite, là à Poitiers, pour lui demander s'il y avait un lien quelque part. Bon, il m'a pas rappelé. En fait, après on a pris rendez-vous avec lui parce que la voiture bipait, parce que je sais pas, il y a une révision à faire. Donc on prend rendez-vous, mon épouse y va. Ça dure 3 quarts d'heure. À la fin, la dame qui encaisse les factures nous facture 100 €, 107 €, et nous dit on n'a pas pu mettre la carte, c'est pas possible. Ah bon, donc mon épouse était un peu froissée, et puis on nous facture 100 €, dont j'ai la facture sous les yeux, je sais même pas ce que c'est, pour tout vous dire, je peux vous donner le détail. Alors j'appelle Seat Connect en disant écoutez, c'est pas normal. C'est ce que j'allais vous dire, Voilà, j'ai acheté une voiture dans un département français, donc ça dure à peu près 40 minutes, le temps qu'elle interpelle les uns et les autres dans son service. Et là, elle me reprend, elle me dit, mais tranquillement, je vous assure, avec un ton presque joyeux, écoutez, monsieur, pour votre voiture, c'est pas possible. Alors, je lui demande pourquoi. Et elle me dit, c'est parce que c'est des voitures qui sont destinées à l'export Amérique. Et donc, les cartes sont des cartes des Antilles et l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Je lui dis, je sais, puisque j'avais moi ces cartes-là. Vous avez Mexique, Chili, Colombie, Pérou, enfin toute l'Amérique centrale, puisque Seat n'est pas vendu en Amérique du Nord. Donc c'est voilà, c'est l'Amérique centrale, exactement.
Et je lui dis, écoutez, moi j'ai pu le faire pour la Peugeot 3008, j'avais le même jeu de cartes, il suffit de les remplacer par le jeu de cartes. Et qu'est-ce qu'elle vous européen. répond à ce moment-là C'est pas possible. D'accord. Bah si, c'est possible. C'est possible, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je connais pas le cas C'est particulier de Seat, mais je connais le cas de Volkswagen. Donc c'est ni plus ni moins que des Volkswagen, les Seat. Ouais. Et sur les Volkswagen, c'est tout à fait possible. Vous achetez une Volkswagen au Mexique, vous la ramenez en France, et vous pouvez parfaitement... Alors il y a même, ça va même plus loin sur certains modèles très récents, où la voiture reconnaît dans quelle zone elle circule, et elle va toute seule télécharger les cartes. Vous voyez. Donc là, sur les... Alors évidemment, on parle des tout derniers modèles. Dans le cas de la vôtre, je vois pas pourquoi la Volkswagen équivalente pourrait avoir une cartographie de l'Europe et vous pourriez pas l'avoir. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais appeler... parce que je pense qu'ils se sont débarrassés de vous, à mon avis. Ouais. Super Jean-Luc. Voilà. Je pense qu'ils se sont débarrassés de vous. Elle a dû poser la question à 2-3 personnes qui ne savaient pas. Et puis, en gros, ils vous disent c'est pas possible. Moi, ça me paraît fou. Je dis pas que c'est... Voilà. Alors, je dis pas qu'ils vous ont menti. Ouais. Attention, je suis pas en train de dire on vous a menti. C'est peut-être... Il y a peut-être quelque chose que moi que je m'explique pas, mais qui rend impossible cette modification. Mais il n'y a pas de raison. Donc je vais investiguer un peu plus loin. Maintenant, sur les 100 € que vous avez payés, c'était quoi? C'est quoi ces 100 €? Alors en fait, c'était pour, au départ, on est venu, comme je vous l'ai dit, pour mettre la carte en place, et puis pour faire la révision, puisque même si elle avait 600 km, bon, je sais pas, il y a une histoire de mois. Oui, c'est un an, de toute façon, donc voilà. Vous êtes obligé d'y passer. Que la voiture est roulée ou pas, on va vous faire les niveaux, on va faire la vidange, même si vous n'avez pas roulé. Donc ça, c'est... Elle a 677 km la voiture. Autant dire faire une vidange à 677 km. Mais pareil, si vous avez que 10 km et que vous devez normalement passer chez le concessionnaire, l'entretien annuel pour tamponner le carnet, on doit faire la vidange, même si elle a fait que 10 km. Ah mais là, ils l'ont acheté en février 2021. Février 2021. Si, février 2022, ça fait un an. Ça fait un an. Ça fait un an. Ok. Ça fait un an. Donc ça s'explique. Voilà, alors sur la facture, je l'ai sous les yeux, donc il y en a pour 107,07 €. Il y a juste marqué forfait service entretien sans vidange, hors 70 km. Voilà. Prise en charge véhicule, recyclage déchets, petite fourniture, kit à point, et tout ça pour 107 €. Et puis la cerise sur le gâteau, si vous voulez, c'est que 3 heures après, on reçoit un mail disant qu'il y a des travaux complémentaires à faire, notamment le niveau d'huile à remettre à niveau, le niveau de l'eau de refroidissement, de liquide de refroidissement, et puis il y a une histoire de permutation des pneus. Alors je suis quand même allé voir. Permutation des pneus avec 677 km, ils exagèrent quand même. Oui, et puis là, je reçois un scan ce matin de Seat, avec, j'imagine qu'il passe la voiture sur un scan qui fait des photos. On me dit que c'est bon. Parce que j'ai le diagramme de chaque pneu avec l'usure, etc. On me dit que c'est bon. Donc j'avoue que là, l'atterrissage en métropole... c'est un peu parti. Bienvenue. Bienvenue en France. Par contre, je ne sais pas ce qu'ils vous mettent comme lave-glace, mais il est cher. Ouais, et une question, même si malheureusement on va devoir faire un peu plus rapidement maintenant, Pierre, mais vous êtes sûr de la personne qui vous a vendu la Seat là-bas en Guadeloupe? C'était une concession Seat. Alors okay. Alors ce que me dit en plus tranquillement la dame Seat Connect, de toute façon les réseaux sont indépendants, donc par rapport à Seat, et que Seat France ne peut pas faire grand-chose si ce n'est mal noter le garage. Et elle a été ramenée en bateau? Ah oui, en container, les deux voitures. Ils ne sont pas abîmés Non. Ça, c'est un autre souci. Alors, Pierre Martine, ce que je vais faire, moi, c'est que la semaine prochaine, je vais m'occuper de votre cas. Là, je vais voir directement chez Seat France s'il y a une solution ou pas. Et puis, comme ça, vous aurez au moins la bonne réponse. Je ne dis pas que ça va pouvoir se résoudre, mais par contre, vous saurez pourquoi. Ça, c'est important quand même. Super. Écoutez, Pierre, on s'occupe de vous. Je voulais vous dire juste deux choses. La première, c'est que je pense que juridiquement, leur truc, ça tient pas la route parce que c'est acheté sur un département français. Donc là, j'achète une voiture avec un GPS, je peux pas m'en servir. Donc, comment je vais la revendre? Voilà. Et la deuxième, juste, c'est vous remercier et remercier Jean-Luc parce qu'on écoute son émission quasiment depuis le début. C'est cool. C'est génial et qu'on écoutait ça en podcast en Guadeloupe et que même pour quelqu'un qui s'intéresse pas spécialement aux voitures, c'est intéressant. On vous aime, Pierre, on vous garde. Vous savez quoi, on vous garde. Auditeur d'honneur pour l'émission. Non, mais c'est vrai. Je vous embrasse fort. Un bisou à Martine. Et puis on vous tient au courant de toute façon. Oui, je vous tiens au courant, je vous rappelle. Il a mis sa cape de super-héros, donc tout va bien. Allez, bon week-end à vous. Et bon retour en France quand même, vous allez voir, on y est bien quand même. Allez, à suivre dans notre rendez-vous. C'est la France, la Guadeloupe, en métropole. Oui, pardon. Voilà, en métropole, tu as complètement raison. Mais bon,
Moi, j'avais envie de vous dire que, puisqu'on parle de France, on va parler de Mégane dans quelques instants et de Renault. À tout de suite pour un essai hors du commun. On parle auto et on prend le volant. Et je vous rappelle que régulièrement, vous nous rejoignez sur la page Sud Radio avec évidemment en ce moment l'émission au 0826 300 300 et par mail, je vais y arriver, je participe @sudradio.fr, mais aussi sur la page YouTube de Sud Radio où l'on voit le magnifique essai de la semaine, l'ami Jean-Luc. Alors qui est beaucoup plus long que ce qu'on va faire là maintenant, qui fait 14 minutes. Wow. Et pourquoi c'est long ? Eh ben parce que cette Mégane E-Tech mérite qu'on s'y attarde un petit peu. C'est la 5e génération de Mégane. C'est un véhicule 100% électrique qui vraiment bouleverse les codes. D'abord esthétique, parce que c'est à la fois une berline, un break, un SUV, c'est tout en même temps. C'est une voiture qui s'attaque au segment C, qui représente 39% des ventes en Europe, et plus particulièrement, elle s'attaque à la Tesla 3, qui est la voiture la plus vendue en Europe, qui est elle seule un monument. Elle est belle, cette Mégane, vous venez de le dire. Elle est belle, elle est belle. Elle est compacte. Je suis montée sur une Tesla pour la première fois de ma vie en Espagne, tiens, parenthèse. Elle est compacte, elle fait 3,21 m de long, elle est pas trop haute grâce à une batterie qui est vraiment très peu épaisse, elle ne fait que 11 cm d'épaisseur, c'est la plus fine du marché. Renault a voulu lui conserver du caractère, c'est pour ça qu'elle est un tout petit peu moins aérodynamique qu'une Mercedes ou qu'une Tesla, par exemple, avec un CX de 0,29 et un SCX, c'est ce qui définit la consommation en grande vitesse, par exemple, de 0,65. Une Tesla 3, c'est deux chiffres, c'est 0,23 et 0,52. Vous voyez, c'est un petit peu meilleur. Alors, malgré cette compacité, elle a un grand coffre qui fait 440 litres et puis une habitabilité qui est très convenable. Et d'ailleurs, le traitement de l'habitacle, c'est une petite révolution chez Renault. La qualité perçue a clairement fait un bond en avant. Les matériaux sont très agréables. Il y a de l'aluminium, il y a du tissu sur le dessus de la planche de bord. Il y a même les contreportes qui sont en plastique moussé. À titre de comparaison, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est nettement mieux qu'à bord d'une Tesla. Voilà. Vous avez une Renault qui fait mieux qu'une Tesla. Alors, c'est surtout très high-tech, parce que vous avez 2 écrans de 12 pouces pour les compteurs et pour l'infodivertissement. Toute la partie informatique a été conçue avec une petite start-up qui démarre aux États-Unis, mais génial, qui promet, ça s'appelle Google. Moi, je me suis fait avoir. À chaque fois, je me fais avoir. Bon, c'est un gage d'efficacité quand même. C'est vrai que vous avez la reconnaissance vocale, OK Google qui marche extrêmement bien. La navigation, c'est Maps, donc vous êtes sûr que c'est à jour. D'ailleurs, les mises à jour du véhicule seront faites, ce qu'on appelle on the air en français, c'est-à-dire plus besoin de retourner au garage pour faire les mises à jour. C'est comme sur les Tesla, vous allez me dire. L'arsenal high-tech s'affirme aussi avec pas moins de 26 aides à la conduite. Voilà. Alors d'ailleurs, juste une petite parenthèse, que les gens qui écoutent la radio, mettez-vous sur Sud Radio, abonnez-vous à la page Sud Radio de Facebook et vous voyez en plus un extrait de votre vidéo. C'est un extrait, c'est pas la vidéo ça complète. donne déjà très envie. Bon, elle est séduisante à l'arrêt, mais c'est surtout au volant qu'on prend un pied maximum avec cette Mégane E-Tech. Tout d'abord, elle offre un confort excellent et pourtant il y a du roues de 20 pouces. Donc quand je suis monté dedans, je me dis oh là là, ça va taper. Pas du tout, c'est franchement Pullman. C'est aussi une des voitures les plus silencieuses que j'ai jamais essayé. Renault a beaucoup travaillé pour la rendre silencieuse. On n'a pratiquement pas de bruit dans la voiture. Et puis, vous avez quand même un moteur sur la version EV60 qui a 2 niveaux de batterie et 2 puissances moteur. Sur celle-là, qui est la plus haute, 220 chevaux et 300 Nm de couple. Ça dépote, 0 à 100, 7 secondes 4. Et surtout, ça accélère fort. Mais le châssis, alors là, chapeau aux ingénieurs de Renault, parce qu'ils ont fait un truc incroyable. C'est une voiture qui tient la route. Elle est vif, elle est précise, elle est sécurisante. La direction est directe. Elle prend pas de roulis en virage, elle reste rivée à sa trajectoire. Bon, le secret, c'est qu'elle est un petit peu moins lourde que les concurrentes. Elle fait que 1620 kg. Toujours pour comparer, une Tesla 3, c'est 1700 kg. Une Tesla, c'est un petit peu plus lourd. Et puis là, avec la grosse batterie de 60 kWh, elle a une autonomie qui est très convenable. Pourquoi ? Parce que elle consomme peu. Moi, j'ai fait 15,3 kWh au 100 km. Si ça avait été de l'essence, ça correspond à 1,3 litre d'essence au 100 km, vous voyez. Donc, on peut faire réellement avec la batterie 300, j'aurais pu faire 360 km. La conso normalisée, c'est 470 km. Ce qui est intéressant, c'est que Renault a un moteur qui est différent de ceux des concurrents. Il n'y a que BMW et Renault qui ont des moteurs synchrones bobinés, ce qui permet de mieux piloter le moteur à haut régime, donc de consommer moins sur autoroute, parce qu'une voiture électrique, elle va être très bonne en ville, et sur autoroute, c'est juste catastrophique pour la plupart. Et celle-là, elle a une consommation maîtrisée. Moi, j'ai mesuré 25 kWh. Alors, je vais avouer,
maman, j'ai été en excès de vitesse sur l'autoroute en Espagne, parce que c'était des essais en Espagne, c'est 120, mais pour mesurer la consommation à 130, j'ai roulé à 130. À tous ceux qui écoutent Sud Radio, je tiens à préciser que nous n'étions pas ensemble en Espagne. Voilà. Donc, Isabelle, je n'étais pas avec ton homme. Alors, le seul truc où Renault aurait pu faire un effort, c'est sur la charge, parce que alors, le modèle de base, il charge à 7 kW, alors ça vous oubliez. Ensuite, vous avez de la charge à 11 kW. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre une option pour avoir de la charge en alternative jusqu'à 22 kW. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les bornes pour la Zoé, là, ça chargera plus vite. Sur la puissance maxi, donc on charge en courant continu, sur les bornes, par exemple, du réseau Ionity. Petite parenthèse, Renault adhère à Ionity, il n'y a plus que Peugeot, Citroën, enfin ex-PSA qui y est pas. C'est un moment, il va falloir qu'ils se décident quand même. Ouais. Voilà. Donc on charge qu'à 130 kW de puissance, une Tesla c'est 250. Donc si vous faites des longs trajets, ça prendra plus de temps, mais... Combien? Mais il y a un mais. Combien de temps avant le mai? Alors, le truc, c'est je peux pas vous donner un temps de charge. Ça dépend de la capacité de la batterie quand vous allez arriver. Si elle est très basse, ça chargera plus vite. Si elle est déjà, si vous êtes à 30 ou 40%, la vitesse de charge sera moins rapide. Donc c'est vraiment, j'en ai longuement parlé avec le directeur powertrain du groupe. Il y a des possibilités, voilà, il y a des possibilités d'évolution. Donc on démarre à 130. Il n'est pas exclu que dans 2-3 mois, on vous passe la vitesse de charge à 150 kW par exemple, ce qui sera équivalent aux autres concurrentes. Alors, je vous ai dit en fait cette voiture, elle est super bien. En plus, elle s'affiche à des tarifs qui, franchement, vous êtes love là, love car. Hein. Voilà. Donc les tarifs, ça va de 35 200 à 47 400 €. Moi, le modèle que j'ai essayé avec la batterie EV60 et puis avec le chargeur optionnel 22 kW en alternative, ça va parler à ceux qui roulent déjà en électrique, les autres comprennent rien. Elle était à 44 700 €. Vous avez un bonus de 2000 € et franchement à ce tarif-là, c'est aussi bien. Alors c'est mieux sur certains aspects qu'une Tesla, la finition, l'esthétique, le confort, tout ça c'est mieux qu'une Tesla. C'est encore un peu moins bien en termes d'autonomie, mais Renault est réellement sur la bonne voie. D'où la question que je me posais au départ, pourquoi l'avoir appelé Mégane? Parce que ça ne traîne pas une image de luxe, le nom Mégane. Ils auraient pu trouver un autre nom, parce que la voiture est franchement, c'est surprenant. Je pense c'est la première totale électrique de chez Renault. Non, vous aviez la Zoé autrefois, mais là c'est une plateforme dédiée électrique. Et ils ont fait les choses vraiment bien. Ils sont repartis de zéro. On est un peu en premium quand même là. Oui, alors on n'est pas en premium, mais elle offre des prestations dans le. Je vais le dire, c'est une des meilleures voitures électriques du marché actuellement. Bam! Ça c'est bien, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. Voilà, Jean-Luc Moreau, vous venez de vivre avec nous en direct sur Sud Radio son coup de foudre de la semaine. Et pourtant, j'y allais un peu comme tous les journalistes. On s'est dit, bon, allez, on va essayer une Renault électrique, ça va être bien, mais voilà. Ouais. Voilà. Non, mais là, voilà, il faut le dire les choses. Vous dites les choses, donc c'est cool. Merci, ami Jean-Luc. Vous retrouvez la vidéo complète de cet essai sur la page YouTube de Sud Radio. Et vous n'hésitez pas à nous appeler, à réagir, à écrire un mail. Je participe@sudradio.fr 0826 300 300. Tiens, il y a Stéphane qui dit sur Facebook, a-t-elle le système de gestion éco en autoroute? Je vois pas de quoi il parle, le système de gestion éco. S'il vous plaît, il faut décrire. Allez, c'est parti. Dans quelques instants, c'est-à-dire maintenant, on va parler d'environnement. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et comme si les choses étaient bien faites, quelles solutions existe-t-il pour remédier à l'inégalité d'accès aux bornes de recharge des véhicules électriques? Et on reçoit pour ce faire François Gatineau, qui est président de Mobilise. Bonjour François. Bonjour François. Bonjour. Un mot sur Mobilise, what is it? Oui, tiens. Oui, Mobilise, c'est un cabinet de conseil et un bureau d'études techniques spécialisé en mobilité électrique. Donc on accompagne les entreprises, les collectivités et tous les acteurs de la mobilité électrique pour venir dans ce nouveau domaine qui est pas forcément toujours accessible à tous d'emblée. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc c'est pour cela que on essaie d'aider l'ensemble de la filière et l'ensemble des acteurs. Bon, alors on sait que les utilisateurs de véhicules électriques, ils sont 9 sur 10 à utiliser les réseaux de charge extérieurs à leur domicile, donc ça représente quand même pas mal de monde. Et moi, pour le vivre, j'allais dire pas au quotidien, mais assez fréquemment, c'est parfois le parcours du combattant. Vous avez les bornes qui marchent pas, des défauts de charge, l'assistance téléphonique qui répond ou pas, les moyens de paiement qui sont juste hallucinants. Vous avez un vrai chantier en tant que cabinet de conseil là pour remettre tout à plat.
Ah oui, c'est clair. Je suis, moi, comme Jean-Luc, un utilisateur aussi qui a quelquefois qui est confronté à ces problèmes. Donc effectivement, là, il y a des choses à faire, des choses qui sont démarrées, parce que c'est vrai que quand on arrive à une borne et que ça fonctionne pas, on passe un mauvais moment, ça change un peu les plans. Donc il faut quand même qu'on puisse avoir une meilleure qualité, et c'est possible de le faire. C'est vraiment possible de le faire. Alors, il y a des systèmes qui permettent de le faire. Ouais. Oh, François, on va préciser pour tous les élus, écoutez, ouvrez bien vos oreilles, tous les élus qui nous écoutent et tous ceux, les patrons de supermarchés, etc., qui ont des bornes de charge, aujourd'hui peuvent être sanctionnés si la borne qu'ils mettent à disposition du public ne marche pas. Alors, il y a une réglementation qui est passée dans un décret en décembre dernier, qu'on n'a pas forcément bien vu. Aujourd'hui. Ouais. Mais c'est bien de le dire, de chacun mettre chacun face à ses responsabilités. Je suis d'accord. Pardon, mais quel type, excusez-nous, on vous a coupé. Oui, François. Alors donc une réglementation. Donc il y a une réglementation qui est sortie en décembre dernier, qui sera appliquée au 1er juillet de cette année. Il faut laisser un petit peu de temps pour que tout le monde s'adapte, et qui va pénaliser en fait les points de charge qui sont installés depuis 2017 et qui ne fonctionnent pas. Donc ceux qui ne permettent pas de faire un paiement à l'acte en carte bancaire, ceux qui ne sont pas accessibles à tous ces opérateurs de mobilité, les fameux qui fournissent les cartes, oui, voilà, c'est ça. De ceux qui ne fournissent pas des informations de localisation et de caractéristiques techniques, comme la puissance par exemple, où on ne sait pas trop à quoi on est confronté, et si aussi il y a un incident qui affecte la borne depuis plus de 2 heures. D'accord. Voilà. Donc ça va les obliger à réagir et à faire appel à des sociétés qui vont faire de la maintenance. C'est du boulot ça en France. Oui. Si on veut mettre 100 000 bornes, il faudra quand même qu'il y ait des gens derrière pour les entretenir. Ça ne va pas pouvoir être délocalisé en Chine ou au Maghreb. Non, il faut intervenir dessus. Puis la maintenance, d'ailleurs, elle est obligatoire une fois par an. Non, tous ceux qui ne vont pas respecter ces éléments-là, c'est une amende administrative de 300 € par point de charge. Ouh, ça peut aller vite, si on en a beaucoup. Ouais. Et alors, moi, autre truc qui me chiffonne un peu, c'est que quand je fais un achat, je sais combien je vais payer en général. C'est pour ça que je fais un achat. Une exception, c'est je fais le plein de ma voiture électrique, je ne sais pas combien ça va me coûter. C'est juste énorme quand même. Je suis d'accord. Ça, c'est une problématique, effectivement, où on n'a pas l'affichage du prix selon le réseau et selon la carte passe avec laquelle on va payer lorsqu'on arrive à la borne. Donc, tout ça doit. Mais c'est légal, ça ? Alors, pour l'instant, en fait, le contournement dit qu'on ne peut pas faire une mesure précise, mais ça va évoluer et ça va devenir obligatoire dans les prochains mois. Parce qu'on ne peut pas avancer et créer un réseau aussi large sans donner plus d'informations aux utilisateurs. Il faut une transparence. C'est comme la station-service, il faut une transparence. Oui, puis on peut très bien imaginer aujourd'hui avec les smartphones, presque tout le monde a un smartphone, avoir des informations, si c'est pas facile de les avoir sur la borne elle-même, de pouvoir les avoir sur une application qui vous donnera le tarif du kilowattheure ou le tarif à la durée en fonction du type d'abonnement que vous avez. Parce qu'il y a ça aussi quand même, on a une foule d'abonnements, il faut se balader avec un porte-carte façon américain avec toutes les cartes de fidélité là. Quand on veut aller d'un endroit à un autre, des fois, il faut 4, 5, 6 cartes et des fois, ça ne marche pas forcément, même quand on en a beaucoup. On ne peut pas rationaliser tout ça et payer avec une carte de crédit, puis basta. Alors, c'est justement là, ce que je vous ai cité dans le décret, ce qui est demandé, c'est que chaque borne, on puisse payer à l'acte avec une carte bancaire, qu'on puisse aussi avoir tous les acteurs de la mobilité qui puissent accéder à cette borne, c'est-à-dire qu'avec une seule carte passe, vous accédez à tout. Donc ça va se mettre en place. Alors le problème quand même, c'est que les contraintes qui sont mises, je vous parlais des 300 €, il y a quand même tout un système de délai et de recours possibles après contrôle. Donc selon moi, les prochaines équipes gouvernementales devront faire en sorte que les dispositifs soient encore plus stricts pour être sûr qu'on a vraiment un niveau de qualité sur le réseau qui soit quand même beaucoup plus optimisé que ce qu'il est actuellement. D'accord. Parce que c'est un vrai frein, excusez-moi les garçons, c'est un vrai frein au développement. Il y a une partie de la population qui a confiance. Moi je dis aujourd'hui, le souci, c'est pas les voitures électriques en elles-mêmes, c'est le réseau de recharge en dehors de chez toi. Parce qu'on considère que l'essentiel des recharges, c'est à la maison. Bon, ça peut se gérer individuellement. Maintenant, si on veut aller plus loin que les 300 km d'autonomie de la voiture, il faut qu'on puisse compter sur de la recharge de qualité et rapide. De qualité rapide et que ça fonctionne, qu'on ne se retrouve pas en panne au milieu de rien. Donc, oui, effectivement, parce qu'on est quand même dans un pays où tout ce qui est luxe, gastronomie et plein d'autres savoir-faire de très haute qualité sont quand même assez largement répandus.
Donc on n'a aucune raison pour ne pas avoir un réseau d'infrastructures de bornes de recharge qui soit pareil. Et en plus, ça permettrait d'avoir une valorisation de la France et du savoir-faire qui pourrait aller plus loin. Surtout avec la Mégane. Oui, avec la Mégane. Et puis on a des entreprises qui fabriquent des bornes de qualité depuis longtemps. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai qu'aussi sur la qualité des installations, il faudra aussi qu'il y ait des normes qui soient un petit peu plus strictes pour éviter que des entreprises ne fassent appel à 2-3 sous-traitants derrière qui au final fournissent un produit qui n'a rien à voir. Pour terminer le sujet, moi en tant qu'automobiliste avec une voiture thermique, je vais dans n'importe quelle station essence. Oui, on peut la faire le seule plein. chose que je fais, c'est de faire attention au prix. Bien sûr. Je peux faire le plein. Si je suis c'est ce qu'il faudra à terme sur l'électrique. C'est ça. Voilà. Sinon, j'irai pas à l'électrique. Merci beaucoup. François, on se reparlera, je pense. François Gatineau, président de Mobilise. Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Une bonne journée à tous. Merci, et un bon week-end également à vous. Dans quelques instants, nous vous donnons la parole avec une de vos questions au 0826 300 300. N'hésitez pas à appeler. Il y a Manu qui vous attend au standard. Vous pouvez nous écrire également sur jeparticipe@sudradio.fr. Nous allons évoquer les pneus hiver obligatoires avec les loueurs de voitures qui ne jouent pas le jeu. Et puis attention, restez avec nous. Qui sont même hors la loi, c'est pas qu'ils jouent pas le jeu, ils sont hors la loi, il faut le dire. À 13h, vous avez la parole et nous avons eu un coup de téléphone il y a de ça 5 minutes d'Audrey qui s'est fait voler sa voiture de location. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est ubuesque. Alors restez bien avec nous pour écouter cette histoire. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Merci d'être en notre compagnie pour On parle auto, évidemment, jusqu'à 13h30, vous le savez, sur Sud Radio. Tout de suite, place à vos questions au 0826 300 300. C'est Gilles qui nous appelle d'Aubonne et qui est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, merci d'avoir reçu la question. Donc j'ai une question sur le 85. Oui. Donc nous avons une Golf Sportvan multi-fuel, c'est vrai qu'on n'en croise pas beaucoup, depuis 5 ans, donc pas de problème. Vous la gardez précieusement, parce que oui, elle est dans un Volkswagen ne refera pas. Tiens, je fais une petite parenthèse. Volkswagen ne refera pas de modèle flex fuel. Et surtout, je vous expliquerai, là, parce que Laurence me disait, tiens, tu peux dire ça, parce que j'ai parlé avec le directeur moteur de Renault, ce que je disais tout à l'heure. Donc, évidemment, dans l'avion, on est resté 2 heures à papoter. Je lui ai posé la question, pourquoi pas de modèle flex fuel d'origine chez Renault, Nissan, puisqu'il dirige en fait Renault, Nissan, Mitsubishi pour ce qui est powertrain, pour utiliser un mot français. Il m'a donné une explication tout à fait rationnelle. Donc, il n'y en aura pas. Ni chez PSA, on va dire PSA pour que ce soit plus simple, ni chez Renault, ni chez Volkswagen. Je vous explique pourquoi la semaine prochaine. Ça vous oblige, vous voyez, c'est un peu comme les épisodes des séries américaines. Il y a un teasing de la semaine prochaine. Alors vous, la vôtre, vous la mettez, vous la bichonnez, si j'ose dire. Ah, j'en prends soin. Et donc, depuis, donc on l'a depuis 5 ans. Donc, depuis 4 ans, je roule 100% le 85. Et ma question, je voulais savoir si quand même, si le moteur est adapté, je devais mettre un additif quand même de temps en temps dans le réservoir. Et éventuellement, lequel marque, il y a quand même pas mal de marques, on ne sait pas trop. Voilà. C'était ça. Eh bien, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que moi-même, ça fait quoi ? Ça fait 5 ans qu'avec la Yaris, elle roule à 100% à l'éthanol aussi. Il est bien de temps en temps, alors même quand c'est un véhicule comme le vôtre qui est adapté dès le départ à un fonctionnement à éthanol, vous savez que l'éthanol, c'est de l'alcool, c'est pas un bon lubrifiant du tout, même encore moins bien que l'essence. Ça assèche tout. Donc il est bien, là, elle a 5 ans. Vous lui faites un petit traitement pour de lubrification des injecteurs. C'est ça. Vous allez voir, elle va ronronner derrière. Et puis vous êtes reparti au moins pour 5 ans. Il n'y a absolument aucun problème. Donc, alors, toujours la même question sur les additifs. Je vais vous répéter, je ne vais pas vous donner les marques là, mais les plus chers sont les meilleurs. Et quand je dis ça, pourquoi ? Parce que les produits qui sont utilisés dedans sont très chers. On ne peut pas faire un additif efficace à 20 €, ça n'existe pas, sinon tout le monde le ferait. Voilà. Donc, et souvent, ce qui est très intéressant d'ailleurs de noter, c'est que les produits bas de gamme, entre guillemets, donc les moins chers, sont ceux sur lesquels les fabricants font le plus de marge. Donc ça vous donne le niveau d'efficacité du truc. Alors non seulement ils sont beaucoup moins chers, mais en plus ils ont des grosses marges, donc l'efficacité, on se doute qu'il n'y a pas grand-chose comme produit efficace dedans. Voilà. Donc des additifs plus chers se justifient par des produits
de départ qui sont beaucoup plus chers, bien plus concentrés. C'est lubrifiant pour tout le système d'alimentation, donc c'est bien de le faire avant, pas préventivement. De toute façon, vous faites de telles économies de carburant que vous pouvez dépenser 60 € tous les 5 ans pour mettre un produit dedans. C'est quoi vos économies de carburant à peu près, Gilles? Vous avez fait le calcul déjà, vous? En ayant ce multifuel? Je roule pas beaucoup, hein. C'est environ 8000 km par an. C'est un bébé. Tu roules. C'est bon. C'est-à-dire comme je fais une vidange tous les ans, ce qui est demandé par tiens, j'allais vous le dire. Alors, en revanche, ceux qui roulent à l'éthanol, c'est pas que pour vous, hein. Il faut vraiment faire une vidange par an. Parce que sur les démarrages à froid, vous avez toujours un petit peu d'éthanol qui n'est pas brûlé dans le cylindre, donc il va descendre dans le bas moteur et l'éthanol, je disais tout à l'heure, comme lubrifiant, c'est très mauvais. Donc quand ça se mélange à l'huile, vous avez une dégradation assez rapide de l'huile. Ou combien de kilomètres? Parce que là, il y a 8000, mais si j'en fais 25 ou 30 000... Peu importe. Une fois par an, parce que l'huile va aussi se dégrader toute seule. Elle va s'oxyder toute seule. Alors c'est pareil, vous avez des huiles qui sont plus adaptées à l'éthanol que d'autres. Elles sont beaucoup plus chères, mais ça vous permettra de faire une vidange tous les 2 ans. Ça peut être intéressant aussi. Me met la bonne huile, j'espère. Ouais, alors après vous devez respecter les. Vous savez, hein, chaque constructeur a sa norme de lubrifiant. Donc en respectant, en vérifiant que l'huile en question pourrait, allez, je vous le dis, hein, Sfertec, qui font des huiles qui vont là-dedans. Alors on va dire oui, mais ils vendent du Sfertec tout le temps. Ben oui, parce que c'est efficace. C'est voilà. Et puis je peux vous dire, en plus, les produits, je les achète. J'ai acheté chez Norauto le bidon pour mettre dans la Yaris. Donc voilà, si c'était pas efficace, j'en parlerai pas. Bon, mais en tout cas, voilà, Gilles, on a répondu à votre question. J'avais un tout petit peu, si vous demandez, rapide. J'ai cru comprendre que sur ce type de voiture, il y avait plus de couples. Là, actuellement, j'ai 200 Nm à essence. Est-ce que j'ai un peu plus à l'éthanol, du coup? C'est surtout, vous allez avoir un tout petit peu plus de puissance, mais les constructeurs ne communiquent pas sur ça. Alors vous, en plus, c'est un véhicule qui d'origine était équipé. Vous avez un tout petit peu plus de puissance puisque vous avez un taux d'octane qui est supérieur de l'éthanol. Donc évidemment, la cartographie a été adaptée pour un usage à l'éthanol. Donc à l'époque, Volkswagen ne communiquait pas là-dessus, mais vous avez un petit peu plus de couple et un peu plus de puissance. Ok, bon ben voilà, on a fait le tour. Que du bonus. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Merci et merci d'être à l'écoute. Bonne journée Gilles, au revoir. De Sud Radio et On parle auto. Et on parle auto, on parle pneus aussi, juste avant 13h. Et restez avec nous car après 13h, on va parler de balades touristiques en 2 chevaux, mais surtout et également d'une histoire incroyable qui est arrivée à Audrey, qui nous a appelé au 0826 300 300 il y a de cela un petit quart d'heure maintenant pour nous raconter son histoire. Attention, il y a du lourd. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et vous qui allez partir du côté des sports d'hiver, attention, restez bien à l'écoute. C'est Pierre-Olivier Marie, qui est rédacteur en chef adjoint de caradisiac.com, qui est avec nous. Jean-Luc, un sujet que vous avez voulu suite à la découverte d'une enquête incroyable. Oui, j'ai lu ça cette semaine, ça m'a fait bondir, parce que vous savez que depuis le 1er novembre et jusqu'au 31 mars, dans certaines régions en France, dans certains départements, on est obligé d'avoir des équipements hiver. Ça veut dire soit des pneus 4 saisons, soit des pneus hiver, soit des chaînes dans le coffre de la voiture. Et on se dit, à partir du moment où je loue un véhicule, si j'arrive à Grenoble et que je loue une voiture pour monter en station, automatiquement, il va y avoir ça, puisque c'est obligatoire pour les particuliers. Exactement. Et quand j'ai lu le papier de Caradisiac, de Pierre-Olivier Marie, je suis tombé sur le cul, je me suis dit, c'est pas possible, ils osent. Pierre-Olivier, alors racontez-nous, bonjour Pierre-Olivier. Bonjour à tous, bonjour les auditeurs de Sud Radio. Alors qu'est-ce qui vous a pris de faire cette enquête-là? En fait, on en a parlé avec des collègues, notamment mes collègues, le rédacteur en chef, pour rien vous cacher, qui part en vacances aussi et qui a voulu louer une voiture et qui s'est rendu compte, que les pneus hiver n'étaient pas fournis d'office sur sa voiture. On s'est dit est-ce que c'est dans une seule agence? Donc on a développé le truc, on a appelé plein d'agences, on s'est fait passer pour des clients mystères et à chaque fois on a eu les mêmes réponses. Eh bien non, les équipements hiver, soit les pneus spécifiques, soit les dispositifs amovibles tels que les chaînes ou les chaussettes, ne sont pas fournis d'office dans les voitures. Donc voilà, on a un peu creusé le truc. Pas fourni d'office, ça veut dire qu'on peut en avoir si on les demande avant quand même. On peut les avoir, mais il faut payer. Voilà, alors qu'ils sont obligatoires. Alors c'est obligatoire, d'accord. Ouais. Et ça coûte cher? Ça peut coûter assez cher. Ça va de 35 à 70 € pour 3 jours de location, par exemple. Pour avoir des pneus hiver ou des chaînes? Pour avoir ce qui vous permet de circuler de façon sereine dans un environnement montagneux et glissant. Circuler de façon légale.
légal même. Pierre-Olivier, Pierre-Olivier, vous êtes en train de marcher là. Oui. Posez-vous 2 secondes. Posez-vous 2 secondes. On vous entend respirer. Pierre-Olivier, comme on est sur Sud Radio, que le slogan c'est Parlons vrai, vous avez dit là sur les prix, ça va de combien? De 30 € à 60 €, c'est ça? Ça dépend des loueurs. Oui, c'est ça, il faut balancer. C'est qui sont les plus chers et qui sont les moins chers. Sur Sud Radio. Voilà. Eh ben, écoutez, chez Avis, on avait 36 € pour disposer de chaussettes pendant 3 jours. Chez Sixt, ça montait plutôt à 63 €. Après, ils ont chacun leur politique, c'est à la journée, etc. Alors, j'ai plus de détails de tous les tarifs, mais en tout cas, ça peut quand même. On a pris vraiment le postulat de gens qui partent pour un week-end de 3 jours à la montagne, et ça peut vraiment grimper. Alors, c'est pas la folie, mais c'est quand même il faut rajouter ces sommes. Bah ouais, non, mais alors surtout s'il y a un accident. Ce qui est marrant, c'est que les loueurs, ils vous racontent, oui, mais attendez, on a une tolérance. Excusez-moi. On a une tolérance vis-à-vis de la sécurité routière. Excusez-moi, j'ai des enfants en plus qui passent dans le paysage. On a une tolérance vis-à-vis de la sécurité routière. On peut vous louer ces équipements, mais le problème, c'est que si vous ne prenez pas ces équipements, eh bien, si vous avez un problème, eh bien, c'est votre responsabilité. Ouais. Avec la loi, c'est votre responsabilité d'utilisateur, de conducteur qui va être engagé. Et ça va même plus loin, parce qu'on a vu tout à l'heure avec le comparateur d'assurance Le Lynx que si vous avez un accident avec un véhicule qui est non équipé dans une zone où les équipements sont obligatoires, vous n'êtes pas assuré. Alors ça, c'est juste... Alors attention, on va remettre les choses au point là, parce que les garçons, il y a beaucoup d'infos. Si jamais je loue une voiture chez un loueur, dans une zone où j'ai normalement l'obligation d'avoir des équipements neige. Voilà. On vous propose la voiture. Laisse-moi finir. Si jamais j'ai un accident avec cette voiture, que j'ai refusé l'équipement neige parce que j'ai peut-être pas les moyens, j'ai un accident, je dois payer l'accident, la voiture que j'ai louée, les dégâts que j'ai infligés à l'autre. Tout, etc. Voilà, que les choses soient claires. Et vous pouvez même être verbalisable, puisque c'est la responsabilité du conducteur. Donc vous pouvez en plus écoper d'une amende de 135 €. Vous avez tout gagné. Donc, le conseil qu'on donnera pour terminer, c'est vous arrivez dans une agence, vous regardez la voiture, il n'y a pas d'équipement, partez pas avec. Partez pas avec, ou alors allégez-vous d'une certaine somme pour disposer des équipements. Mais dans quelle mesure, excusez-moi, dans quelle mesure ils n'ont pas l'obligation de fournir les équipements sur ces zones-là, surtout à cette période de l'année? Enfin, c'est dingue. Oui, non, mais alors, en fait, le problème, c'est que c'est obligatoire, mais il n'y a pas encore de sanctions cette année. Vous savez, c'est nouveau cette obligation. Et en fait, ils surfent là-dessus, les loueurs de voitures. Et comme la nature humaine est ainsi faite que si une obligation n'est pas assortie de sanctions, on ne va pas trop suivre cette obligation. Et voilà, donc il y a en fait une sorte de zone grise dans laquelle donc, les loueurs s'engouffrent. Mais le problème, c'est que ça engage derrière la responsabilité du client, de l'automobiliste. Donc c'est là où le système est vraiment vicié, quoi. Eh ben, on loue plus de voiture, voilà, bam. Non, mais vous ne partez pas avec la voiture si elle n'est pas équipée. Alors après, ce qu'on peut toujours faire, c'est aller acheter des chaussettes dans un supermarché. Finalement, ça coûte moins cher que de les louer. Puis on les garde. Voilà, on peut faire ça, on peut partir avec ses propres chaussettes avant, mais il faut encore avoir une certitude quant à la dimension des pneus de la voiture dont vous disposerez en arrivant. Donc ça peut être une solution, mais c'est un petit peu hasardeux, on va dire. On va préciser des chaussettes à neige, pas des chaussettes dans sa valise. Non, mais c'est trop dangereux de louer une voiture actuellement si on part du côté des sports d'hiver en ce moment, parce que vous payez la voiture s'il y a un dégât, vous payez la caution, elle est perdue, vous payez les dégâts sur l'autre voiture, enfin c'est n'importe quoi. Vous avez, franchement, je trouve que là, la sécurité routière devrait dire non. Tous les loueurs, vous êtes obligés de le faire. Point barre. Mais c'est en dénonçant comme on le fait là que ça fera avancer les choses. Bravo. Merci. L'an prochain, ce sera vraiment sanctionné. Oui. On peut espérer, mais en tout cas cette année, le en même temps, là, il marche pas très bien. Non, bon. Eh ben, merci de nous avoir alertés avec l'ami Jean-Luc sur Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous, Pierre-Olivier Marie, rédacteur en chef adjoint de Caradisiac.com. Et puis vous pouvez lire sur Caradisiac sur le site l'étude complète, vous verrez. Ouais, avec tous les détails. Tous les détails. Allez, à suivre. Eh bien, on va rencontrer Audrey. Merci. Ce sera juste après l'information sur Sud Radio. Audrey nous a appelé pour nous raconter son histoire de voiture louée, volée. C'est ubuesque. A tout de suite sur Sud Radio. Suivre, bien sûr, à 13h30, vous avez rendez-vous avec Invino et l'équipe d'Alain Marty, passionné de vin. Mais tout de suite, on reprend le volant avec notre ami Jean-Luc. On parle auto avec vous. Roule, le club automobile ouvert à tous présente
Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous nous retrouvez toujours sur la page Facebook en direct de Sud Radio, sur laquelle d'ailleurs vous pouvez nous mettre le bonjour de Phuket. C'est notre ami Jacques Pajot qui nous écoute là-bas, je pense par internet évidemment. Et toutes vos questions. Mais on a une histoire incroyable, ami Jean-Luc. Si on allait Jean-Luc. faire une émission en direct à Phuket, un de ces quatre. Oui. Jacques, on arrive. J'aimerais bien, mais je peux point. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Salut, merci de nous avoir appelés tout à l'heure. Que vous arrive-t-il? Il paraît que c'est un truc de dingue. Oui, c'est un pas de chance, disons. Alors, nous avions loué une voiture donc en région parisienne et c'était un week-end. Et quand c'est un week-end, souvent les loueurs sont fermés quand vous récupérez ou vendez la voiture et c'était notre cas pour l'aller et retour. Et donc, on ne savait pas trop quelle était la procédure de retour de voiture. Donc, on arrive le dimanche et en fait, on croise quelqu'un sur le parking du loueur qui nous demande les clés et on lui donne la voiture. Et quelques jours plus tard, le loueur nous appelle en nous demandant... Et elle est où la voiture? Exactement. Donc, oh là là. Ouais, petit vent de panique. Et finalement, donc, on lui raconte notre histoire. Donc, en effet, il regarde les caméras de sécurité. Il voit bien que quelqu'un nous a demandé les clés de la voiture, a fait mine de la nettoyer, de la prendre en charge. Enfin, c'était très bien fait. Hein. On s'est laissé berner, mon mari et moi. On était avec les 3 petits-enfants. Et donc, il nous a dit que, en fait, c'était du coup de notre faute qu'on n'avait pas respecté la procédure qui nous avait pas été clairement donnée. Et donc, pour cette personne, en fait, la voiture qui a été volée est entièrement de notre faute. Donc, nous devons payer l'intégralité du véhicule. C'était quoi comme voiture? Alors, oh là 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 là. Je suis nulle. C'était une voiture avec des roues, quoi. Non, mais parlez pas comme ça de vous, Audrey. On ne dit jamais de soi-même qu'on est nul, s'il vous plaît. Non, mais vous avez été victime d'une arnaque qui est bien montée. Et ce qui est terrible... Et en fait, cette voiture a été retrouvée par Interpol en Macédoine quelques jours plus tard. Oh la vache. Dans quel état? Dans quel état? Alors, je crois qu'elle allait bien. Ça, c'était pas dramatique. Ils l'ont retrouvée. Donc, finalement, on devait plus 55 000 euros, mais 2 500 euros. Je vous avoue que ça nous a fait un petit soulagement. Mais ça fait 2 ans que cette histoire traîne. Et le loueur refuse de nous donner l'intégralité de la somme. Et quand il a fait de notre faute, nous avons fait appel donc, au siège de la société. Je sais pas si c'était quoi? Allez-y. Si, on y va, on parle vrai sur Sud Radio. C'est la société Avis. D'accord. Et c'est un franchisé à la gare Massy, la Massy TGV. Ouais. Que je connais très bien. Et en fait, les parkings sont en sous-sol dans un... Enfin, c'est des parkings en sous-sol quand on rend les voitures. Alors non, il est aérien, mais il est aérien, mais il est sur plusieurs niveaux. Oui. Il est sur plusieurs niveaux. Et il est censé être sécurisé, mais les barrières ce week-end-là étaient défectueuses. Donc en fait, tout le monde pouvait s'y introduire. Et donc on n'y est absolument pour rien. Cette personne a décidé de voler une voiture dans un parking qui n'était pas du coup sécurisé. Il n'y avait pas de vigile. Donc moi je vois pas vraiment pourquoi c'est de ma faute. En fait. Alors, mais là où vous n'avez pas de chance, Audrey, c'est que la loi, enfin c'est pas la loi qui a changé. La loi n'a pas changé. Par contre, la Cour de cassation, donc là, c'est une fois que la Cour de cassation a pris un arrêt, on ne peut plus revenir en arrière, dit le seul cas de figure où vous n'êtes pas responsable du vol du véhicule, c'est en cas de catastrophe, enfin de la destruction du véhicule. C'est pas le vol, c'est un cas de force majeure. Cas de force majeure ou catastrophe naturelle. Il y a eu la tempête là dans le nord de la France. Vous avez loué une voiture et un arbre qui s'écrase dessus. Évidemment, vous ne paierez pas le remboursement de l'auto. Dans votre cas, vous êtes victime d'une arnaque. Alors, malheureusement, c'est absolument pas de votre faute, mais c'est quand même, vous êtes tenu de rendre au loueur le véhicule dans l'état où il vous l'a confié et à la date prévue. Donc, dans votre cas, les 2 500 euros, c'est certainement la location entre le moment où vous deviez rendre la voiture et le moment où elle a été retrouvée. Franchise de vol, c'est la franchise, voilà. Donc, vous pouvez, alors je vous dis, vous n'avez aucune chance légalement de récupérer ces 2 500 euros parce que l'assureur est dans son droit. Et il aurait même été dans son droit de vous prélever 55 000 euros s'il n'avait pas retrouvé la voiture. Donc là, vous êtes fait arnaquer 2 500 euros, en gros, c'est ça. En fait, mais ça veut dire que si par exemple, comme Audrey, je loue une voiture, mais pendant ma période de location... Alors attention, il faut prendre en plus la garantie vol. Laisse-moi finir, Lolo. Pendant ma période de location, par exemple, je la loue 3 jours. Pendant ces 3 jours, on me la vole, avec bris de glace, machin, etc. Je sais pas quoi, bref, on me la vole. Je vais au commissariat où je suis pour déclarer mon vol. De toute façon, je paierai la franchise quand même. Alors s'il y a la garantie vol, s'il n'y a pas la garantie vol, vous payez l'intégralité du prix du véhicule. Si vous avez loué une Rolls Phantom, c'est une plaisanterie à 250 000 euros. Mais normalement, il n'y a pas une garantie vol sur tous les... Il y a une garantie vol qui est optionnelle,
mais tout le monde ne la prend pas. Ah. La seule garantie qui est obligatoire, c'est celle qu'on a sur nos contrats d'assurance à nous, c'est la garantie responsabilité civile au cas où on blesse quelqu'un ou on a un accident, pour que la personne qui n'est pas en tort, si vous êtes responsable, soit indemnisée. C'est que ça la garantie obligatoire. Alors les assureurs vous conseillent de prendre des garanties complémentaires, mais souvent ça double le tarif de la location. Donc les gens qui voient leur budget, qui ont un budget restreint, prennent la garantie minimale. Il faut savoir qu'en cas de vol, vous devrez payer la voiture. Audrey, mais là où je trouve que c'était un petit peu un terrain glissant, c'est que finalement, on a été volé, mais c'est sur leur parking et leur parking. Oui, mais bon. De sécurité était défectueux. Donc c'est là où je me dis qu'on est quand même un petit peu dans une zone grise. Voilà, et du coup, est-ce qu'Audrey, elle peut pas réagir, mais ça voudrait dire prendre un avocat pour le coup, là. Ouais, oui, et du coup, on a fait le calcul. Voilà, on est d'accord. Voilà. Malheureusement. Ah oui, non, mais au moins, Audrey, alors je sais que ça va pas vous apporter grand-chose, mais ceux qui nous écoutent, au moins, grâce à vous, seront plus attentifs. On va demander 1 euro pour les 2500 premiers. Comme ça, on tous ceux qui éviteront l'arnaque, ils vous versent 1 euro. Alors, juste une dernière précision, on va y aller droit devant. Sud Radio, on parle vrai. Et comme Audrey a vécu ça sur le parking de Massy, TGV Massy et RER Massy Palaiseau, faites hyper attention à ce quartier-là. C'est pas la première fois que j'entends parler de ce genre d'histoire, pas sur des loueurs. Hein. Et donc, le loueur le savait aussi, en fait. Qu'il y avait ce genre d'arnaque. Non, mais exactement. Autour d'une gare, de toute façon. Justement en garde leurs clients, c'est ça que c'est tout ça en fait qui nous a mais je comprends. Dans le dos, mais c'est très injuste en fait. Je me demande si pour lui c'était pas ça pouvait pas lui permettre aussi de renouveler son parc de voitures. Je pense pas. En plus, vous savez quoi, il doit avoir des trackers dans les voitures, c'est pour ça qu'ils l'ont retrouvé aussi rapidement. Non, mais c'est d'une injustice folle, quoi. C'est comme quand vous savez quelqu'un nous fonce dedans derrière, on n'y est pour rien, la voiture est morte et on va quand même perdre la voiture. Ça aussi, c'est injuste, quoi. Là, vous avez on peut pas faire grand chose aujourd'hui. Non, on peut rien faire. Bon, ben Audrey, mais merci. Merci en tout cas pour tous ceux qui nous écoutent et qui vont se méfier à cause de votre histoire. Et entendu, je vous remercie. On vous embrasse, Audrey. Et c'est pareil, soyez super vigilants quand vous faites, vous savez, de la location entre particuliers, ça se développe de plus en plus. Soyez hyper vigilants. Allez, tout de suite, on va on va faire de la 2 chevaux. Oui, j'adore la 2 chevaux. Leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Moi, j'aimerais bien louer une 2 tiens, ça se loue d'ailleurs aussi. Bonjour, on va parler de la Classic Car avec Romain Jouot, qui est dirigeant de 4 roues sous un parapluie. Mais quel drôle de nom. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Bonjour, merci. Bon, 4 roues sous un parapluie, c'était le nom. C'est en Normandie, non? Non, 4 roues sous un parapluie, c'était la définition de la 2 chevaux dans le cahier des charges au départ. C'était, on disait, c'est 4 roues sous un parapluie, c'est le truc minimaliste. D'accord. Et donc, c'est une société qui existe déjà depuis un petit moment et qui faisait visiter Paris dans des 2 chevaux à des touristes. C'était ça. Exactement. Ça a commencé comme ça, l'histoire, pour faire découvrir Paris, comme on découvre un petit peu Venise avec les gondoles. Finalement, la 2 chevaux et c'est la gondole parisienne. C'est la gondole parisienne. On attrape moins le mal de mer, peut-être, dans la 2 chevaux. Quoique. Alors, du coup, là... Oui, mais alors, il y a des... Attends, Laurence, pour répondre à ta question. C'est pas bête, hein. Il y a, effectivement... Les chauffeurs des 2 chevaux sont habillés, on va dire, folkloriquement. Années 30, non? Non, alors ils sont habillés avec une marinière made in France, marinière, et une casquette typique qui met un dress code uniforme pour tous nos chauffeurs et qui donne vraiment une sensation d'exclusivité pour nos clients. Alors ça, c'est comme le gondolier. Ça y est, les vacances de février ont lieu. Là, il y a peut-être plein de gens qui vont arriver de nos jolies régions sur Paris. Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Je veux louer ou même sur l'Île-de-France. Comment je fais? Alors vous avez plusieurs solutions. La première, c'est d'aller sur notre site et de sélectionner une balade qui vous convient. Et vous pouvez la réserver directement sur le site. Les disponibilités sont affichées par rapport à notre planning. Et donc vous pouvez programmer votre visite pour la date et l'heure que vous souhaitez. Et en fonction de la formule, on vient vous chercher à l'adresse de votre choix et on vous dépose à l'adresse de votre choix pour un service le plus haut de gamme possible. Oui, alors jusqu'à présent, on pouvait faire ça que à Paris, mais la nouveauté, c'est que maintenant, ça s'étend sur la côte basque et dans le Grand Quart Sud-Ouest, parce que vous avez racheté une société qui utilisait aussi une flotte de 2 chevaux.
Oui, tout à fait. Alors, on était déjà présent à Bordeaux pour de la balade touristique depuis 2018, ce qu'on pouvait faire comme à Paris. Et effectivement, on vient de racheter une flotte de 37 de chevaux supplémentaires qui porte notre flotte à plus de 80 véhicules non loin de la côte basque et qui va nous permettre donc d'évoluer sur cet environnement qui est très propice à la découverte en 2 chevaux. Alors moi j'ai juste une bonne nouvelle, excusez-moi de vous couper la parole pour l'ami Jean-Luc, on va pouvoir s'organiser quand même des petits week-ends. On a des visites privées du vignoble de Pessac-Léognan, visites privées de Médoc, de Saint-Émilion, des journées dans l'entre-deux-mers, on aime bien nous. Moi je veux bien m'arrêter. Smith au Lafitte c'est mon vin préféré, voilà c'est dit, à consommer avec modération parce qu'il faut le rajouter. Moi j'ai une petite tendresse pour le château, pour le Cheval Blanc, pour d'autres raisons. Mais... voilà. Je vous invite en tout cas à venir essayer et nous allons lancer une nouvelle offre où finalement nous aurons un guide et un groupe de personnes pourront suivre en conduisant les 2 chevaux et pas seulement avec un chauffeur. D'accord, mais là si on fait la visite des caves, vaut mieux être on va prendre le chauffeur, voilà. On prend le chauffeur. C'est pour ça qu'on l'avait mis le chauffeur, ça permet quand même aux clients d'être plus sereins vis-à-vis du taux d'alcool. Néanmoins, les dégustations restent... on va dire assez raisonnable sur les quantités. Ouais. Et il y a des chevaux électriques, des 2 chevaux électriques. Il y a une pour l'instant. Sur Paris. On en a une qui a été homologuée en 2015, qui est la toute première 2 chevaux homologuée en France en 2015 et qui et donc qui est un petit peu notre fer de lance. Et on souhaite donc accentuer ce développement sur Paris et sur Bordeaux pour les balades touristiques dans les villes, de sorte à proposer une mobilité à la fois authentique, mais aussi qui est plus respectueuse de l'environnement aujourd'hui. Vous avez raison. Juste pour terminer, ça coûte combien ? Alors une balade, pour exemple, la balade moyenne que l'on vend est 1h30 avec chauffeur est à 192 € TTC. Ah ouais, quand même. On parle vrai sur Sud Radio, c'est pas donné votre truc. Alors c'est pas donné, on peut le voir comme ça, mais si on vient vous chercher chez vous et qu'on vous trimballe, si vous prenez un taxi, ça va vous coûter peut-être pas moins cher, mais vous n'aurez pas le service. Parce qu'en plus, il fait guide, le conducteur. Exactement, il fait guide, il fait des pauses avec des photos. Non, c'est un budget, je le conçois effectivement, qui fait que notre clientèle est majoritairement étrangère, effectivement. La clientèle française va plutôt sur des balades un petit peu plus courtes, 45 minutes, qui est de l'ordre de 96 €. Est-ce qu'un jour on pourra en offrir dans On Parle Auto, on pourra organiser un petit truc pour organiser au beau jour, ça serait bien. Bien sûr, venez quand vous voulez, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Et puis on essaiera de s'organiser quelque chose, Romain Jouot, de 2 chevaux sous 4 roues sous un parapluie. On écoute. Ah, parce que les voitures électriques c'est bien, mais le son de la Dedoche. Oui, c'est vrai, le son de la Dedoche, c'est unique. C'est aussi pour ça, si vous voulez, que on fait aussi de l'événementiel pour les entreprises. D'accord. Et donc sous forme de rallye, d'escapade en 2 chevaux. Et on tient à garder, comme on est plus à la campagne, on tient à garder l'authenticité et l'origine de la 2 chevaux et son moteur en fait entièrement partie. On adore. Merci beaucoup Romain Jouot. Dirigeant de 4 roues sous un parapluie. Le site internet, c'est 4 roues pluriel-du-6 sous-du-6 parapluie.com. Vous avez toutes les infos dessus. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Et tout de suite, et pour conclure notre rendez-vous, avant les brèves de la semaine, on accueille Yannick Pagnot qui, d'ailleurs, vous pouvez vous aussi faire appel aux connaissances de l'ami Jean-Luc, soit par téléphone au 0826 300 300 pour vous aider à choisir votre voiture et ou par mail sur jeparticipe@sudradio.fr. Les mails nous arrivent, donc vous inquiétez pas, on prendra tout le monde en compte. Bonjour Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, vous voulez choisir un véhicule électrique. Aujourd'hui, vous avez eu l'émission était très orientée électrique, d'ailleurs. Est-ce que vous avez écouté l'essai de la Mégane ? Oui, j'ai regardé sur la page Facebook. Oui. Non, très bien, très belle voiture. Justement, j'attendais cet essai avec impatience pour terminer, entre guillemets, le tour d'horizon des modèles qui pourraient m'intéresser. Bon, donc, alors, vous voulez une familiale, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai 3 enfants. Ouais. Donc forcément, ça nécessite d'avoir une certaine place à l'arrière, dont un en bas âge qui a 3 ans. Donc oui, mais il va grandir. C'est ça, le problème. Oui, il va grandir, mais pour un certain temps, il va quand même avoir besoin au moins d'un réhausseur. Ouais. Donc voilà. Donc il me faut un compromis en fait de taille. Électrique, parce que à force de vous écouter, j'ai été séduit par l'électrique et que ça correspond réellement
Oui, c'est plus ça. Hein. Alors attention, hein, là, Yannick, et même pour tous ceux qui nous écoutent, pour moi, il y a un type de véhicule pour chaque usage. C'est-à-dire l'électrique, c'est adapté à partir du moment où on fait beaucoup d'urbain, de périurbain, voire des trajets quotidiens relativement limités en kilométrage. C'est pas adapté pour des grands trajets réguliers. Pour un grand trajet régulier, un diesel est bien plus adapté. Oui. Et puis après, vous avez entre les deux des choix d'hybrides ou d'hybrides rechargeables qui peuvent être adaptés aussi à certains usages. C'est pas de la monoculture. Hein. Je suis pas plus pro électrique que pro essence ou etc. Hein. C'est juste que voilà, faire le bon choix, c'est essentiel. Donc dans votre cas, vous faites peu de kilomètres, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est environ 50 km par jour. Ah oui, bon, voilà, alors donc là, oui. et puis une fois ou deux par an, vous allez un peu plus loin. Donc c'est exactement ça, comme beaucoup de personnes en fait. Finalement. Vous pourriez. Alors après, quand on prévoit d'aller plus loin comme ça, ne serait-ce que 2 fois par an, c'est vrai qu'on n'a pas envie de passer 3 heures à attendre la recharge du véhicule. Donc dans les critères d'achat, la vitesse de recharge de la voiture va être essentielle. Alors vous, dans votre cas, pour caser 5 personnes et les bagages, va forcément falloir un véhicule un peu volumineux. C'est quoi votre budget ? Parce qu'il y a ça aussi. Oui, ça rentre forcément dans l'équation. Concrètement, mon budget, il est aux alentours de 45... Alors, pour faire plus simple, il est aux alentours de 400 € par mois. D'accord, voilà. Donc aux alentours de... crédit, voilà. Le tout, c'est de trouver finalement quelque chose qui rentre dans cette fourchette de prix. À 45 000 € à peu près. Alors pour moi, alors là, la Mégane, ça va être un peu petit pour mettre tout le monde derrière. 3 enfants derrière, surtout un avec un réhausseur, ça va être trop petit. Voilà. Faut dire que c'est une petite voiture, fait 4,21 m de long, donc ça reste une voiture compacte. Vous, dans votre cas, si on prend une Tesla 3, ça fait 4,69 m, c'est déjà beaucoup plus grand. Le coffre est plus grand. Il y a un peu plus de place à l'arrière. On arrive à avoir des autonomies qui sont supérieures. Alors, évidemment, quand on descend de la Mégane pour monter dans la Tesla, ce que j'ai fait, c'est très décevant. La qualité, la Tesla va vraiment devoir... changer un petit peu de sa stratégie en termes de ce qu'on appelle la qualité perçue. Ils sont très en dessous même de ce que fait Renault. Donc ça pose un problème. Après, moi, il y a une voiture qui me séduit beaucoup, mais elle est quand même assez encombrante. C'est la Kia EV6. Alors pourquoi je vous parle de la Kia et pas de la Ioniq 5 ? Parce que ils ont pris le parti d'avoir un système de suspension un peu différent et c'est plus confortable une EV6 qu'une Ioniq 5. Mais c'est la même base de véhicule. Bon, c'est des voitures qui sont beaucoup plus encombrantes, ça fait 4,68 m de long. À mon avis, en modèle de base, en 229 chevaux avec la grosse batterie, ça passe dans votre budget. Parce que le prix d'achat est de 48 000 €, donc en demandant un petit effort. Alors concrètement, oui, parce que j'ai fait le tour, comme je vous disais, j'ai fait le tour de l'ensemble des véhicules. La Ioniq 5, à condition de prendre le modèle de base, rentre dans le budget, sauf que, alors certes en grandeur, par contre, c'est ce que j'ai vu de mieux en termes de véhicules électriques et de place à l'arrière, mais d'équipement, quand vous prenez le modèle de base, je trouve ça très décevant. C'est-à-dire que par rapport à une Tesla 3 que j'ai également testée, en termes de confort intérieur, en termes de qualité intérieure, je sais pas, voilà. Alors la Tesla 3, tiens, je vous le dis, mais vous m'écoutez. Tout le monde se bouche les oreilles. La Tesla 3, ça vaut le coup d'en acheter une en France. Pourquoi ? Parce que pour bénéficier du bonus écologique, Tesla a tiré les prix en France. Donc elle est artificiellement moins chère en France qu'elle est dans les autres pays européens. Le même modèle, vous paierez moins cher chez nous qu'à côté. Voilà. Tesla a pas de problème avec ses concessionnaires, c'est eux qui vendent les voitures directes. Donc elle est effectivement juste sous la barre des 45 000 € et c'est une super affaire. Voilà. Oui, d'autant qu'en effet, c'est quelque chose maintenant qui est connu, c'est-à-dire qu'on vient même chercher des mandataires étrangers qui viennent chercher les véhicules, et puis au bout de quelques mois, voire quelques années, on peut revendre le même prix. C'est-à-dire que concrètement, ce qui circule, c'est qu'on arrive à rouler en Tesla pour pas très cher à l'année. Vous savez quoi, Yannick, vous avez fait le choix vous-même, donc allez-y. Tesla 3, non, mais sérieux, c'est bien, attention. Je vous dis pas que c'est pas bien, je vous dis que c'est très bien. Quand je vous disais la Renault, elle fait mieux sur certains points, mais ça veut pas dire que la Tesla est pas bien, elle est très très bien. Une Tesla 3.
très exigeante la Renault, là de ce que j'ai pu voir. Mais trop petit pour vous. Peut-être un peu décevant. Oui, et puis ce qui peut être un peu décevant, en fait, c'est peut-être la recharge. Oui, la vitesse, c'est ce que je disais. Ouais. Bon Yannick, bonne expérience avec la Tesla. Ah ouais, vous nous rappellerez pour nous dire quand vous l'aurez acheté. Eh ben avec grand plaisir. Eh ben on vous embrasse. Passez un très bon week-end. Une excellente journée. Merci à vous aussi. Bon week-end. Petite parenthèse avant les news. Cette semaine dernière, là, chez des amis en Espagne, ils avaient une Tesla, la Y. Waouh. C'est quand même vachement bien en fait. Ouais, c'est vachement bien. J'étais jamais rentré dedans. Voilà. Bon, c'est trop épuré pour moi. Moi j'ai besoin un peu de décor. Mais... Y, c'est l'essai de la semaine prochaine. Ah bah tiens donc. Allez, on y va sur les news de la semaine. Renault qui renoue avec les bénéfices. Et oui, alors même que l'ancien dirigeant de Renault, Carlos Ghosn, vient de livrer une interview assassine au quotidien Le Parisien, déclarant que Renault était, je cite, un petit constructeur fragile. En forme de pied de nez, le constructeur Losange a dévoilé vendredi des résultats en nette progression avec un bénéfice de près de 1 milliard d'euros. Le plan Renaulution, qu'on peut traduire par révolution selon Renault, mis en place par le nouveau patron, Luca De Meo, commence à porter ses fruits avec des marges en nette progression sur les modèles vendus et ça devrait continuer puisqu'après la nouvelle Mégane E-Tech, qui est une vraie réussite, vous l'avez compris, la marque lancera 27 nouveaux modèles d'ici 3 ans. Noroto et Casino vont équiper leurs magasins de bornes de recharge rapide. C'est la chaîne de supermarchés Casino qui a ouvert le bal ce week-end en annonçant qu'elle accueillerait à partir de l'automne prochain des superchargeurs Tesla. À terme, chaque magasin devrait être équipé de 8 à 20 bornes de charge de très haute capacité, 250 kW, qui seront accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jeudi, à son tour, c'est la chaîne de centres auto Noroto qui a annoncé qu'elle équiperait d'ici la fin de l'année 2022 135 de ses centres, soit un tiers des magasins, de bornes de recharge rapide dont la puissance ira de 50 à 180 kW. Ce service sera ouvert à tous sans abonnement. Ça coûtera 1 € par charge, plus évidemment les kilowatts consommés à 39 centimes le kilowattheure. Et la dernière news qui est la marque la plus fiable selon le classement américain de J.D. Power. C'est presque une petite révolution puisque le groupe coréen Hyundai Kia a réussi à détrôner Toyota et Lexus dans ce classement de la fiabilité basé sur les données fournies par les propriétaires. Ça c'est important. Les dizaines de milliers de participants ont placé la marque Kia en tête devant Buick, Hyundai, Genesis, Toyota et Lexus. Et ben voilà pour les news de la semaine. L'ami Jean-Luc, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Et avec envie. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous dès maintenant pour continuer Et donc il y aura un essai d'un Invino Tesla Y. Stop Jean-Luc Moreau, c'est fini pour On parle auto. Invino et Alain Marty.